Trump pensait que le Canada se laisserait faire. Il avait complètement tort. En imposant des tarifs douaniers au Canada, il s'attendait à des plaintes et un peu de résistance. Mais le Canada y a répliqué avec force. Maintenant, il menace quelque chose que Trump n'avait pas anticipé. L'accès des États-Unis à l'Alaska pourrait être compromis par un geste audacieux du Canada, rendant l'Alaska beaucoup moins américain. Comment en est-on arrivé là et jusqu'où le Canada pourrait-il aller? Analysons cela en détail. L'Alaska est un immense État. 663 268 miles carrés de nature sauvage accidentée, de glaciers et de certaines des géographies les plus stupéfiantes des États-Unis. Fait stupéfiant. L'Alaska est l'un des 2 seuls États américains non reliés aux 48 autres, par voie terrestre. Nous parlons essentiellement d'un cousin éloigné des États-Unis, assis tout là-haut, séparé par beaucoup d'espace. Mais devinez qui joue un rôle crucial pour s'assurer que l'Alaska reste dans le giron des États-Unis, le Canada. Le seul accès terrestre de l'Alaska au reste des États-Unis passe par le Grand Nord blanc. Donc pour aller de l'Alaska au continent américain, vous devez passer par le Canada, que ce soit par la route, le rail ou la mer. Seul le voyage en avion est une exception, mais reste délicat. Bien que certaines villes américaines offrent des vols directs vers l'Alaska, la plupart doivent traverser l'espace aérien canadien. Il est donc difficile d'éviter le Canada, sauf si vous êtes prêt à emprunter un itinéraire très détourné. C'est particulièrement vrai pour le transport terrestre. L'Alaska partage une frontière de 2477 km avec le Canada, allant de l'océan Arctique à l'océan Pacifique. Vous avez le territoire du Yukon et la Colombie-Britannique à l'est de l'Alaska, et l'ensemble forme une immense étendue de terrain qui fait se demander à la plupart des gens pourquoi quelqu'un voudrait même y vivre. C'est le foyer d'environ 740 000 personnes dont ils arriveraient probablement à faire fonctionner les choses. Mais sérieusement, parlons de cette frontière. Ce n'est pas une petite ligne sympathique et nette comme la plupart des frontières internationales. La chose est quasi invisible à certains endroits, comme au sommet du 18243,8 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ailleurs, c'est comme un immense parcours d'obstacles. Ainsi, la Commission internationale des frontières a dû traverser certains des paysages les plus reculés et hostiles du globe pour délimiter la frontière. Dans certaines régions, la Commission a traversé des forêts et montagnes avec des cônes métalliques. Et ailleurs, la frontière passe au milieu des montagnes, où personne ne voudrait construire. Pourtant, la frontière est là, marquée et vitale. L'absurdité de vastes parties de la frontière Canada-Alaska souligne l'importance des routes reliant l'Alaska au Canada et aux États-Unis. Essentiellement, le Canada a le pouvoir de prendre l'État américain en otage d'une manière que personne d'autre ne peut. Et croyez-nous, le Canada en est bien conscient. Le Canada assure son rôle de gardien de l'Alaska en s'attaquant d'abord aux camions qui tentent de passer des États-Unis à l'Alaska. Certes, ce n'est pas l'ensemble du Canada qui cible l'Alaska de cette manière, c'est surtout une province, c'est la Colombie-Britannique, la puissante tour de l'Ouest canadien. La province partage sa frontière nord avec l'Alaska, ce qui en fait le principal lien terrestre entre l'État américain et le reste du Canada. Sans la Colombie-Britannique, l'Alaska serait isolée, sans accès au transport terrestre. Le Premier ministre David Eby veut que les camionneurs américains fassent l'expérience de cet isolement. En effet, Eby se prépare à imposer des péages aux camions commerciaux qui traversent la province en direction de l'Alaska. Les péages sont des frais pour utiliser certaines routes, ponts ou tunnels, servant à financer les infrastructures ou gérer le trafic. Dans ce cas, ils ont un rôle différent, limiter l'accès des États-Unis à l'Alaska. La mise en place de ces frais augmenterait considérablement les coûts d'expédition vers le nord, rendant le transport des marchandises des 48 États inférieurs vers l'Alaska plus onéreux et potentiellement moins efficace. Ils sont une réponse directe aux tarifs de Trump, et Eby le rend bien clair. Même si les péages ne sont pas encore en place, ils servent certainement d'avertissement. La Colombie-Britannique est prête à rendre la vie plus difficile pour les camionneurs américains, si la guerre commerciale s'intensifie. Le Canada ripostera et n'absorbera pas le coût économique sans agir, car ce n'est pas qu'une question d'argent. Ce mouvement pourrait créer un sérieux casse-tête logistique. L'Alaska dépend de cette route terrestre pour la plupart de ses marchandises, et sans elle, l'État serait confronté à des pénuries paralysantes. Les marchandises encore les plus touchées sont les produits frais et le pétrole, selon le sénateur de l'État de l'Alaska, Robert Myers. Myers lui-même est un camionneur, dont il sait de quoi il parle. Interrogé sur les péages et leurs cibles, il a déclaré que pour transporter rapidement quelque chose ici, il vaut mieux utiliser un camion qu'une barge. Toutefois, cela ne veut pas dire que le Canada est constamment envahi de camions en route vers l'Alaska. Le trafic de camions vers l'Alaska est loin d'être aussi dense que dans les 48 États inférieurs. Selon l'association de camionnage de l'Alaska, 57,8% du tonnage manufacturé est transporté par camions en Alaska, soit 13 170 tonnes par jour.
Ce nombre inférieur résulte du fait que l'Alaska ne fonctionne pas comme la plupart des autres États en matière de transport. En raison de son éloignement et de son inaccessibilité par voie terrestre, l'État dépend principalement du transport aérien et maritime pour le déplacement des marchandises. En Alaska, les camions ont un rôle plus spécifique. D'après le système national des autoroutes, le transport de fret par camion en Alaska se concentre surtout sur le déplacement des marchandises des ports maritimes et aéroports vers les sites industriels et les consommateurs, plutôt que sur le transport de grandes quantités sur de longues distances comme dans les 48 inférieures. L'Alaska a un rôle plus restreint, avec seulement 2229 miles de voies désignées dans le système d'autoroutes nationales, soit 12,6% de son réseau public total, et un trafic de fret moins important que dans d'autres États. Cela implique que les péages canadiens impacteraient une portion essentielle, mais assez réduite du trafic. Cela dépend de la capacité de la Colombie-Britannique à instaurer ces péages. Pour cette victoire symbolique, la Colombie-Britannique devra naviguer dans un champ de mines juridique et logistique complexe. Commençons par l'aspect juridique. Le système de péage proposé est confronté à un défi juridique majeur, en raison d'un traité existant entre le Canada et les États-Unis concernant l'autoroute de l'Alaska. L'autoroute de l'Alaska est une route de 2230 km, qui sert de voie terrestre principale entre l'Alaska et le reste des États-Unis. Construite durant la Seconde Guerre mondiale en tant que route militaire, elle est aujourd'hui la principale voie terrestre pour les résidents, les industries et le tourisme. L'autoroute s'étend à travers certains des paysages les plus reculés et accidentés d'Amérique du Nord, avec des conditions météorologiques et routières qui la font ressembler plus à un défi de survie qu'à une route panoramique. Nous explorerons cette autoroute en détail plus tard. Revenons à pourquoi son système de péage serait un casse-tête juridique. Selon le traité mentionné, le Canada ne peut pas imposer de péage sur les autoroutes utilisées pour le transport de marchandises entre les États-Unis et l'Alaska. L'article 2 du traité stipule que le Canada n'imposera ni ne permettra aucun péage pour l'utilisation de ces autoroutes par des véhicules ou des personnes. Cela ne pourrait pas être plus clair que ça. Cela comprend non seulement les frais directs, mais aussi les charges indirectes, bloquant efficacement les péages sur l'autoroute pour le transport de marchandises. Le traité vise à faciliter un transport fluide et ininterrompu le long de cette route critique, qui sert de seul lien terrestre entre l'Alaska et le reste des États-Unis. L'accord de 1977 garantit aussi que les États-Unis et le Canada maintiendront ensemble l'autoroute de l'Alaska, finançant la reconstruction et le Canada supervisant son entretien. L'ajout de péages violerait les conditions et compliquerait l'entretien collaboratif de l'infrastructure décrit dans l'accord. La précédence juridique de ce traité implique que les péages de EB pourraient enfreindre les accords internationaux, obligeant la Colombie-Britannique à une bataille diplomatique et juridique. Vu la détermination apparente de la Colombie-Britannique à riposter, il ne serait pas surprenant que son Premier ministre trouve une échappatoire sournoise. EB est un homme en mission, une mission qui ne sera dissuadée par rien, ni un traité, ni des défis logistiques. Les plans de la Colombie-Britannique pour relever les défis logistiques et techniques pourraient rencontrer des obstacles en cours de route. Actuellement, aucune station de péage n'est présente le long des autoroutes de la province menant à l'Alaska. Ce fait est probablement lié au traité dont nous parlons sans cesse. Même si les obstacles juridiques étaient incontournés, l'aspect technique n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Ranj Pillai, Premier ministre du Yukon, souligne que l'instauration de péages dans cette province nécessiterait une infrastructure nouvelle et conséquente. Imaginez les guérites de péage, les employés pour les gérer, et sûrement une nouvelle réglementation pour faire fonctionner le tout. Nous devons examiner quelles sont nos actions et quels outils juridiques nous avons pour prendre ces décisions, a déclaré Pillai. Parler dur est une chose, mais construire un système pour le soutenir en est une autre, tel quelqu'un s'apprêtant à ouvrir la boîte de Pandore. Myers ne semble pas d'accord avec Pillai. Bien que défavorable au péage pour son État, il ne considère pas le péage comme une évidence ici. Les camions doivent déjà s'arrêter aux stations de pesage pour des contrôles, donc ajouter des péages ne serait pas un grand changement. Myers n'est pas le seul à désapprouver ces péages. Jamie Benson, directeur exécutif de l'association de camionnage de l'Alaska, a aussi exprimé de vives inquiétudes. Elle a déclaré que la proposition augmentera considérablement les coûts de transport, perturbera les chaînes d'approvisionnement et fera grimper les prix des biens essentiels pour les Alaskiens. Benson a encouragé les dirigeants provinciaux à se rappeler des liens forts entre l'Alaska et la Colombie-Britannique, espérant que les gouvernements fédéraux puissent éviter les tarifs. La pression semble s'accumuler de partout. Mais savez-vous qui ne se préoccupe pas de cette pression ? Les Canadiens. Les gens du Yukon ne se contentent pas d'attendre passivement, ils font preuve de créativité dans leur riposte face à la situation. Pillai a entendu des résidents proposer un plan d'action, incluant l'interdiction des athlètes de l'Alaska aux prochains Jeux d'hiver de l'Arctique.
Et si vous pensez que c'est audacieux, certains Yukonais suggèrent même qu'ils interdisent à nul autre que Donald Trump lui-même. Oui, vous avez bien entendu. L'homme connu pour les grandes chasses dans le territoire pourrait se retrouver sur la liste des personnes à ne pas entrer, et il devra sûrement gagner son retour. Ces idées non conventionnelles dressent un tableau assez clair. Le Canada ne reculera pas. Malgré l'atténuation par Trump de certaines menaces tarifaires initiales, Eby reste ferme, refusant de tolérer ces menaces, et cette incertitude constante. Nous défendons les Canadiens. La proposition de péage, bien que symbolique pour l'instant, est révélatrice. Le nombre de camions concernés est peut-être faible, mais le message est fort et clair. Le Canada est de plus en plus frustré et prêt à tenir bon face à la situation actuelle. Jusqu'où pourrait-il aller ? Pourrait-il couper complètement l'Alaska ? Faisons un peu d'hypothèse. Si le Canada voulait couper l'Alaska du reste des États-Unis, il devrait perturber les principales voies de transport et d'approvisionnement. Voici comment cela pourrait être fait, en théorie. Bloquer d'abord l'accès terrestre. Le Canada agit déjà en ce sens avec les péages évoqués. Mais un véritable blocus impliquerait de fermer la route de l'Alaska, coupant la seule grande connexion terrestre entre l'Alaska et les 48 États inférieurs. Cette autoroute est vitale pour l'approvisionnement en carburant, nourriture et l'industrie en Alaska. Vous pouvez donc imaginer le chaos si le Canada décidait de le débrancher. Après tout, l'Alaska a déjà du mal avec l'accessibilité. Certaines zones de l'Alaska, comme la ville de Haida, dépendent totalement de l'infrastructure canadienne. Haida est uniquement accessible en voiture via Stuart, en Colombie-Britannique, ou par hydravion. En bloquant cette route, des communautés entières se retrouvent isolées. De plus, certaines zones de l'Alaska ne sont accessibles par la route qu'en passant par le Canada, comme Haines et Skagway. On comprend alors comment la fermeture de l'autoroute perturberait toute la région. Mais soyons honnêtes, le Canada en est-il vraiment capable ? Oui, environ 80% de l'autoroute de l'Alaska se trouve au Canada, ce qui donne au pays un levier important. Mais un blocus signifierait la fermeture d'une route qui est responsable de presque tous les biens et services qui entrent et sortent de l'Alaska par voie terrestre, ce qui ne serait pas sans conséquences. Les retombées économiques seraient immenses, affectant non seulement l'Alaska, mais aussi les entreprises warriors à travers le Canada qui connaîtraient des perturbations. Rappelez-vous, le Canada en a assez des menaces tarifaires incessantes. Fermer la route principale de l'Alaska peut paraître extrême, mais avec les tensions croissantes, qui sait ? L'autoroute de l'Alaska pourrait devenir le plus dramatique jeu de poulet du monde vu la tournure des événements. Si le Canada voulait réellement accroître la pression, bloquer l'accès maritime pourrait changer la donne. Le passage intérieur de l'Alaska s'étend sur 500 miles le long de l'océan Pacifique et offre des fjords remplis de faune, des glaciers d'eau de mer et un paysage d'îles luxuriantes. C'est une beauté côtière, oui, mais plus importante encore, c'est une route cruciale pour l'Alaska, et plus de 90% des cargaisons à destination de l'Alaska sont expédiées par mer. La fermeture de cette route par le Canada aurait un impact considérable sur la logistique en Alaska. C'est la route que les cargos, les bateaux de pêche et les ferries empruntent dans les eaux canadiennes, pour éviter les conditions difficiles de l'océan ouvert. Bloquer le passage intérieur oblige donc les navires à emprunter la route de l'océan ouvert, un trajet plus long, difficile et moins efficace. Loin de l'idéal pour un capitaine de navire de croisière. L'industrie des croisières en Alaska, en plein essor, dépend des eaux canadiennes. En 2023, un record de 1,65 million de passagers de croisière ont emprunté cette route pour visiter le sud-est de l'Alaska. Si le Canada coupe l'accès, l'Alaska serait confronté à une crise du tourisme et l'effet sur l'industrie des croisières serait catastrophique. Il est question de voyages annulés, de pertes de revenus et de passagers furieux abandonnés dans les ports du Canada. Ensuite, le terminal de ferry de Prince Rupert est un hub de transit essentiel pour les Alaskiens allant vers le sud. Si le Canada ferme sa frontière, il coupe les liaisons de voyage entre l'Alaska et les 48 États inférieurs des États-Unis. Sans oublier que ce terminal est le premier lieu de prédédouanement maritime mondial pour les États-Unis. Les douanes américaines inspectent au Canada. Le Canada prendrait-il des mesures similaires ? Encore une fois, non, c'est possible. Bloquer l'accès maritime secouerait profondément l'Alaska et les États-Unis, avec des répercussions dépassant les eaux. Le Canada joue sur le long terme avec le passage intérieur et le terminal de Prince Rupert, lui donnant les atouts pour avoir un impact majeur. Mais lorsque nous passons au voyage aérien, les enjeux diminuent un peu. Le trafic aérien de l'Alaska est crucial, mais l'influence du Canada dans les cieux est plus un désagrément subtil qu'un chaos total. Voici pourquoi. Les vols commerciaux et militaires américains, entre l'Alaska et les 48 inférieurs, passent souvent par l'espace aérien canadien. Si le Canada refusait les droits de survol, cela obligerait les avions à emprunter une route plus longue et coûteuse par le Pacifique ou l'Arctique. C'est un tracas, certes, mais pas le coup de grâce que d'autres méthodes de blocus pourraient infliger.
Les coûts de carburant plus élevés, la complexité logistique accrue et quelques passagers en colère ont un effet relativement mineur dans le grand schéma des choses. L'infrastructure aérienne de l'Alaska pourrait toujours fonctionner avec quelques détours en plus. Le trafic aérien dépend grandement de la coordination avec le contrôle aérien canadien. La coordination entre les autorités aéronautiques américaines et canadiennes assure un flux de vol efficace. Si le Canada perturbait ce système, il y aurait des retards, mais rien de catastrophique. La véritable perturbation serait due à des déviations d'urgence. Des avions volant vers ou depuis l'Alaska pourraient avoir besoin d'atterrir d'urgence au Canada. C'est là que la coopération est cruciale. Cependant, ce ne sont que des revers temporaires. Ce qui n'est pas temporaire, c'est l'emprise du Canada sur le commerce de l'Alaska. C'est là que le véritable chaos pourrait survenir. Une grande partie du carburant, de la nourriture et des biens de consommation de l'Alaska transitent par le Canada. Imaginez le Canada imposant de lourds tarifs, fermant des postes frontaliers ou interdisant certaines routes commerciales. Ce n'est pas seulement un désagrément, c'est un désastre économique. L'Alaska ferait face à des pénuries de carburant, de matériaux de construction et plus encore, entraînant une hausse rapide des coûts. Le Canada occupe une position solide grâce à son contrôle sur les services ferroviaires et de fret. L'Alaska n'étant pas relié directement au 48 inférieur par chemin de fer, les marchandises transitent systématiquement par les rails canadiens. Le port de Vancouver est crucial, gérant une grande part des expéditions vers et depuis l'Alaska. Des aliments aux carburants. Tout transite par les ports et voies ferrées canadiens avant d'arriver à destination. Enlevez cela, et le système logistique de l'Alaska s'effondrerait simplement. Mais ce n'est pas une rue à sens unique. Le commerce annuel entre l'Alaska et le Canada dépasse 1 milliard de dollars. L'Alaska exporte environ 596 millions vers le Canada, tout en important pour 753 millions de marchandises. Cela signifie que l'économie du Canada en souffrirait également. Malgré les efforts du pays pour réduire sa dépendance envers les États-Unis, une telle perturbation économique serait très douloureuse. Ce ne serait pas le véritable coût d'un blocus de l'Alaska. Le coût réel touche les individus, familles et petites villes dont la survie dépend d'un échange transfrontalier fluide. Selon les statistiques récentes, le commerce avec le Canada soutient plus de 20 000 emplois rien qu'en Alaska. Et cela s'ajoute aux 4 350 employés des entreprises canadiennes à travers l'Alaska. Ce ne sont pas seulement des chiffres sur une page. Des familles dépendent de ce salaire pour se nourrir et payer leurs factures. Sans le commerce, leurs moyens de subsistance sont menacés. Selon un leader local, la personne ordinaire n'en bénéficie pas. Seuls les citoyens supportent le poids de ce coût. Avec cela à l'esprit, pensez-vous que le Canada passerait jamais par un blocus total de l'Alaska ? Quelle pression devrait-il affronter avant de prendre de telles mesures drastiques ? Quelle serait, selon vous, la réaction des États-Unis face au péage proposé et à un blocus plus sévère ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.